C'est au cours de l'Assemblée générale du 12 juin 1843 que fut prise à l'unanimité la décision officielle de créer une usine. Et c'est ainsi que l'emplacement de cette entreprise française fut fixé à Hautmont, dans une région présentant une voie d'eau, une vallée peuplée, dans laquelle on pouvait prévoir la construction prochaine d'un chemin de fer à proximité des mines de fer et de charbon du Hainaut. Une région où le minerai de fer était abondant, le site était idéal. D'autant plus qu'il était question d'y passer le chemin de fer qui relierait Paris à la Belgique et à l'Allemagne. Cette usine devait comprendre dès l'origine un laminoir à tôle, à rail et à barre marchande. 2 ans plus tard, le 3 juin 1845, l'Assemblée générale décidait de compléter la division d'Hautmont par l'adjonction d'un haut fourneau. En 1852, un deuxième haut fourneau. En 1853, l'implantation d'un troisième haut fourneau. En 1862, l'usine comportait un laminoir composé de 8 trains activés par 2 machines à vapeur, 4 fours à pudeler et à chauffer, un laminoir conique pour roues de wagon, une fonderie avec cubulots, etc. Le tout sur 9 hectares. En 1866, construction d'un nouveau laminoir et amélioration au haut fourneau. 1873 et 1874, installation de 2 nouvelles batteries de fours à coque. 1878, installation des nouveaux trains de laminoir pour la fabrication de grosses et moyennes poutrelles. En 1888, 3000 ouvriers travaillaient dans l'usine. 1911, Hautmont arrête son dernier haut fourneau, construit 2 fours Martin, abandonne définitivement le pudelage et installe un nouveau train à grosse tôle. À cette époque, la division d'Hautmont comportait une aciérie Martin de 4 fours, 8 trains de laminoir à grosse tôle, tôle moyenne, tôle fine, acier marchand, profilé, 2 fonderies. La déclaration de guerre du 4 août 1914 marque le début de la plus grande épreuve subie par la société. L'usine est plongée dans le silence et le deuil. À la fin de la guerre, l'usine avait pratiquement disparu. Mais la population hautmontoise a su faire preuve de courage et de solidarité en redonnant vie à la commune. La reconstruction de la Providence fut rapide et dès 1920, les premières tôles étaient laminées alors que les halles n'étaient pas encore complètement couvertes. L'aciérie Martin comportait alors 2 fours de 45 tonnes qui alimentaient la tôlerie et les nouveaux trains profilés de 350 et de 650. En 1938, la Providence fête son centenaire.
sans se douter qu'elle allait subir un peu plus tard la Deuxième Guerre mondiale 39-45. Deutsche Bomber über Maubeuge. Bomben regnen vom Himmel und finden ihr Ziel. Auf der Erde eröffnet unsere Artillerie den Sturm auf die Festung Maubeuge. Stoßtrupps dringen kämpfend und unterstützt von Panzerjägern in die brennende Stadt ein. Ganze Stadtteile von Maubeuge liegen in Trümmern. Dès la libération, malgré des difficultés de tous ordres, l'usine s'anime progressivement. Les destructions et les enlèvements ne sont pas comparables à ceux de la Première Guerre mondiale. Le démarrage sera plus aisé et plus rapide. La sidérurgie entre dans une période de profonde transformation. Les reconstructions d'après-guerre exigent des tonnages d'acier importants. Les investissements se multiplient, les capacités de production augmentent rapidement. La Providence ne doit pas être en retard. Elle prépare donc des programmes dont la réalisation sera activement poursuivie. C'est dans le secteur laminoir où la volonté de progression a été la plus agissante. En 1954, le train Trio de 350, datant de 1920, a été remplacé par 7 cages du haut précédées d'une cage dégrossisseuse automatique dite box.
En 1958 fut mis en route le train de 700 qui remplaça le train de 650 datant également de 1920. Ce laminoir alimenté par une batterie de 10 fours dormants capable de réchauffer chacun une charge de 40 tonnes. La cage dégrossisseuse est un petit blooming réversible de 860 mm de diamètre Chacun des cylindres est attaqué par un moteur de 2150 chevaux tournant de 0 à plus ou moins 120 tours minute. Un seul machiniste assure la commande de la cage et de ses accessoires grâce à une présélection des passes de laminage. Une première scie est située à 50 mètres du blooming. Le train finisseur est formé de 3 cages trio entraînées par un moteur de 2150 chevaux identique à ceux du blooming. La première cage, spécialisée dans la fabrication des billettes, commerce et relaminage, pour les demi-produits destinés au train de 325, les coupes se réalisent à la scie numéro 2. Les 2 autres cages, préparatrices et finisseuses, dirigeaient les produits finis vers les scies 3 et 4 et ensuite sur le refroidisseur qui avançait automatiquement afin que les produits tombent dans des berceaux pour ensuite alimenter les machines, dresseuses, tours à écrouter, fours de traitement, contrôle par achèvement. Dans les années 60, 4 machines à fraiser de type Froriep, entièrement mécanisées, ont permis d'obtenir une qualité supérieure. Pour éviter toute retassure et obtenir une surface aussi saine que possible, les lingots après refroidissement sont fraisés sur leurs 4 faces et sur les angles. Le centre vital de l'usine était sans nul doute le centre technique établi sur 1400 mètres carrés. Le service métallurgique dispose de 4 sections, laboratoire de chimie et de spectrographie, essais mécaniques, contrôle métallurgique, essais spéciaux. Il est équipé de tout l'appareillage nécessaire en atelier et en usine pour une fonction de contrôle et de mesure dont le domaine s'étend des fours à scierie, fours de réchauffage et de traitement thermique. En 1978, la scierie Martin est constituée de 2 fours Mertz. Pour chacun d'entre eux, une production de 70 tonnes était devenue insuffisante pour couvrir les besoins des laminoirs. Une nouvelle installation s'imposait. La construction d'un four électrique Krupp à arc UHP de 45 tonnes a été faite dans les bâtiments de la tôlerie, arrêté en 1968. Ce four, dont la capacité avoisine les 120 000 tonnes an, sera porté à plus de 200 000 tonnes an. Dans les années 80, il y a eu l'arrêt du train de 325, des fours Martin et restructuration du personnel. La dernière coulée du four électrique a eu lieu le 22 décembre 1984.
dernier lingot a été laminé le 18 janvier 1985 à 20 h. Allez, Pépez, allez. Laisse-moi passer le dernier lago. Allez, les meilleurs. Allez. Allez, je veux dire que c'est le dernier. Michel. Allez, Daniel. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Le mouchoir. Le vieux prépare le mouchoir. Ah non, mais ça, c'est du. Non, non, madame, non, 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 non. C'est du. Boris, Boris. C'est dur, quand même. 32 ans pour le 31 ans. Je me rappelle quand j'étais venu sur l'orthonome, quand il y a la mission, il y avait beaucoup de boulot là, quasiment avec eux. J'ai 15 ans, on a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il parle de comme il faut, hein. Jusqu'à le dernier. Jusqu'à le dernier. Et voilà. Et voilà. La mémoire comme ça, on Et le bord, elle est partie. on avait rempli les mémoires. Au revoir tous les copains. Au revoir, Macron. À ce jour, 540 salariés travaillaient dans l'usine. Pour le reclassement du personnel, un plan social devenait indispensable. Un comité de suivi fut mis en place par des représentants du personnel afin d'organiser les reclassements d'une partie du personnel dans d'autres entreprises vers des stages de reconversion, des dispenses d'activité et des pré-retraites. Malgré les efforts et la volonté de combattre la crise économique qui touche les aciéries, la Providence Cockerill a fermé définitivement ses portes en mars 1985. Malheureusement, une partie du personnel n'a pu être reclassée.
Avant la démolition de la salle de commande du train 325, nous avons replacé notre Saint-Éloi pour une dernière fois dans sa niche. Celui-ci y descendait chaque fin d'année afin de se préparer et de participer à la remise des médailles du travail le 1er décembre. Il retrouvait ensuite sa place qui était illuminée pour la circonstance. À ce jour, notre Saint-Éloi se trouve à la paroisse d'Aumont. Durant les années qui suivirent la fermeture de l'usine en 1985, des travaux furent entrepris en vue de la réhabilitation du site. Installations et machines allaient être démontées avant la démolition définitive des bâtiments.
1995, les bâtiments ont été entièrement rasés. Actuellement, des projets sont en cours de réalisation afin de permettre aux technologies et structures nouvelles de faire revivre les friches industrielles de l'usine. N'oublions jamais que la Providence Cockerill a fait la fierté des femmes et des hommes qui se sont investis durant de nombreuses années. Une page s'est progressivement tournée avec la disparition de Cockerill pour laisser écrire l'avenir d'Aumont. Ainsi, de nombreux changements sont observés. Aumont est en mouvement, Aumont rebondit, Aumont réagit. Avec le maintien des activités industrielles traditionnelles, des activités nouvelles se sont créées. Observons autour de nous cette tâche laborieuse qui perpétue le travail des habitants d'Aumont. Dambiermont a transformé totalement son aspect extérieur, son organisation interne et développe un programme d'investissement important. Vallourec a conforté sa présence dans la commune. Outre Vallourec Précision Soudage, s'est affirmé Vallourec Composants Automobiles. Socomas, avec ses chaudières renommées, Siderem occupe toujours la rue des Usines avec en face De Kerpel, rue Jules Campagne. Norsider maintient sa renommée pas très loin de la chaudronnerie du Val de Sambre. Paquet et son personnel qualifié réalisent l'usinage de pièces importantes. Le travail des métaux est aussi présent dans les entreprises Le Meur, Weber et TMNS. Les sociétés ont investi de façon importante dans leurs locaux, comme Flamme et Edelweiss. Anotio, consolidant leur dynamisme commercial. Fredo, Joanneau consolident leur implantation rue de Maubeuge et sont présents dans les chantiers de la commune. Un tissu industriel s'étoffe à nouveau sur Aumont, grâce aux actions conjuguées des entreprises et de leur personnel dans un environnement qui s'embellit chaque jour. Même le secteur commercial s'est mis au diapason. Après y avoir été contraint par le développement de la zone commerciale en périphérie, tout le commerce montois a compris l'intérêt de profiter de cette locomotive qu'est Auchan et son extension sur Aumont. D'autres promoteurs ont assumé une saine concurrence comme Quick ou aux 5 Modes. Avec plus de 20 000 véhicules jour dans son centre-ville, Aumont est un des lieux les plus fréquentés de l'arrondissement d'Avesnes. La commune, comme certaines villes américaines, réalise ainsi progressivement une fusion entre son centre et une zone de développement commercial à portée de main. Aussi, Aumont se trouve situé au centre d'une zone de chalandise qui attire autant de Belges que de Français à 60 km à la ronde. La place du Général de Gaulle et ses commerces, le centre culturel, la mairie, les maisons de retraite, le centre hospitalier, Wargnerie, les complexes sportifs, le Mess Cockerill, la qualité de vie, la beauté, la capacité à réagir pour construire Aumont, celui du XXIe siècle, caractérise notre ville. Mais n'oublions pas que les qualités de ceux qui ont travaillé à la Providence Cockerill sont aussi les nôtres et qu'il nous reste la mémoire de la Providence en héritage.
Ainsi, l'école de sidérurgie du bassin de la Sambre a été créée en octobre 1950 par M. Aimé Donizeau, directeur de la Providence, de 1942 à 1966. En 1975, l'école devient le CFPH, Centre de formation et de perfectionnement d'Aumont. De nombreux diplômes, CAP, brevets professionnels, maîtrise, attestations aux différents stages y sont préparés. Des sections particulières furent consacrées au perfectionnement des cadres et de la maîtrise administrative. Actuellement, le CFPH, établissement dépendant de la CCI d'Avesnes, ainsi que l'Institut de productique, constitue un outil de formation reconnu au niveau national. La Providence Cockerill reste donc très présente dans la mémoire d'Aumont. Pour la troisième fois en un siècle, après les Premières et Deuxième Guerres mondiales, les habitants comme leurs aînés ont surmonté cette catastrophe économique qui est la disparition de la première activité de la ville d'Aumont. Aumont a su réagir.